précise que s'il est vrai qu'on parle beaucoup du secrétariat permanent du RCPCA, on parle au moins du cadre d'engagement mutuel, mais il faut retenir qu'à Bruxelles, deux documents importants avaient été signés. Le cadre d'engagement mutuel, qui est donc le document à caractère politique et qui fixe les attributions du comité d'orientation, et le RCPCA, qui est lui donc ce document qui est axé sur le développement, la reconstruction du pays, la consolidation de la paix après les événements que nous avons connus. Donc j'assure le secrétariat de ces deux organes mis en place à Bruxelles. Je dirige donc le secrétariat permanent, qui est une structure d'environ une quinzaine de personnes, composée d'assistants techniques mis à disposition par nos partenaires au développement, et aussi d'experts nationaux recrutés en fonction de leurs compétences et qui travaillent sur des secteurs précis comme les différents piliers. Le pilier 1 qui est donc celui qui a un caractère relativement, je dirais, politique, qui est axé sur la réforme des secteurs de la sécurité, les questions de réforme de la justice, de la réconciliation nationale. Le pilier 2 qui a pour ambition donc de rapprocher l'État de ses citoyens. Et le pilier 3 qui est donc celui du relèvement économique essentiellement avec les infrastructures et aussi nos relations avec nos partenaires au développement essentiellement, ceux qui interviennent sur le volet la gestion économique et financière, la Banque mondiale, le FMI, l'AF2, etc. Quand on parle des résultats de Bruxelles, beaucoup de personnes s'imaginent que le chef de l'État est revenu avec des mallettes pleines d'argent. Alors en fait, il s'agit d'engagements pris par nos partenaires qui devraient se concrétiser par une réalisation sur le terrain ici. Et là, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est donc ce que nous appelons les appuis budgétaires, qui sont mis à disposition par nos partenaires et qui permettent donc à l'État essentiellement de satisfaire la demande sociale en termes de paiement de salaire, de paiement de bourses, de pensions, et en appui avec ce que les administrations économiques et financières centrafricaines fournissent comme effort de recouvrement. Le second, c'est donc la partie la plus consistante qui est relative aux appuis projets essentiellement. L'essentiellement de ce que nous avons reçu à Bruxelles. Pour résumer, en une année de mise en œuvre du plan de relèvement de consolidation de la paix et du cadre d'engagement mutuel, nous estimons à 222 milliards ce que nous avons pu recouvrir, à 138 pour les appuis venant de nos partenaires au développement et 86 venant donc de l'effort fourni par les administrations économiques et financières centrafricaines. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'effectivement, il y a une très grande attente des populations par rapport à l'appui promis par nos partenaires à Bruxelles. Mais je voudrais relever que les appuis, surtout les appuis projets, interviennent d'une manière très séquencée. Et même si nous faisons le bilan à un moment donné, ce bilan, nous le faisons essentiellement à partir des décaissements que nous recevons. Et les projets qui sont mis en œuvre sont des projets qui vont dépasser ou qui dépassent même le cadre de la période du RCPCA. En d'autres termes, quand vous voulez réaliser une route, par exemple celle qui va de Bangui à Birao et qui est financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet Londo, cette route sera construite sur plusieurs années. Et nous pourrons capter que les paiements qui sont réalisés par rapport aux différentes tranches de travaux validés par la Banque mondiale. Ce qui fait que quand on fait le bilan, on se dit à Bruxelles, on a promis tel milliard, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis lors? Mais il faut comprendre donc que les appuis projets sont des appuis qui sont lents à mettre en œuvre, mais les décaissements que nous enregistrons sur ces appuis sont en fonction des réalisations de la mise en œuvre effective. Depuis Bruxelles, comme vous allez le constater, vous le constatez dans la ville de Bangui, il faut reconnaître les appuis que nos partenaires nous ont apportés dans plusieurs domaines. Si vous avez été du côté de Nsila, vous aurez vu donc les réalisations financées par la Banque africaine de développement sur la formation de nos jeunes dans le cadre de la jeunesse pionnière nationale.
Vous aurez constaté aussi qu'un certain nombre de bâtiments sont construits dans les lycées de Bangui, le lycée technique, le collège technique féminin. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le chef de l'État a posé la pierre d'un bloc pédagogique qui sera construit au lycée de Miskine. Si vous allez en province, vous verrez que des tribunaux sont construits ou réhabilités, des lycées construits à Sibut, par exemple, des marchés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de projets en cours de réalisation. Il y a d'autres qui font encore l'objet de nouvelles études, mais il y a aussi de nouveaux accords qui sont signés avec nos partenaires. Donc, c'est une démarche, je veux dire, un processus qui n'est pas statique. Il bouge, il évolue, et au fur et à mesure, nous nous adaptons par rapport à cette évolution. Nous avons beaucoup de projets. Beaucoup de projets venant de ministères, des projets venant aussi du secteur privé, des projets venant aussi des organisations non gouvernementales. Je ne peux pas vous donner le chiffre précis parce que ça évolue. Même ce matin, j'ai reçu dans mon parapheur un certain nombre de projets présentés par la société civile et aussi présentés par des ministères. Donc cela évolue en permanence. Au départ, c'est vrai, à Bruxelles, on parlait de 138 projets bancables, mais entre-temps, ça a évolué. D'autres projets ont été réalisés, d'autres sont en cours de réalisation, mais comme je disais, il y a de nouveaux projets qui sont actuellement dans le tunnel, qui nous permettent d'avoir une base de données à partir de laquelle nous pouvons donc faire des plaidoyers auprès des différents partenaires. Au stade actuel, la grande difficulté que nous avons, c'est la qualité des projets que nous recevons. Parce que vous savez, pour parler d'un projet, il faut un certain nombre de critères. Donc, qu'il soit bien élaboré, que nous puissions disposer d'une étude de faisabilité, que nous puissions disposer d'une étude d'impact, d'une étude environnementale, mesurer l'impact de ce projet sur l'emploi, sur la vie économique de telle ou telle localité, si c'est le cas d'une route par exemple. Donc cela nécessite beaucoup d'études. Et malheureusement, pour un certain nombre de projets présentés surtout par les ministères, présentés par les ONG, il n'y a pas cet élément qui nous permette de faire le plaidoyer nécessaire auprès des partenaires techniques et financiers. Et là, nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires ici pour renforcer les capacités des ONG et aussi des cadres de certains ministères afin qu'ils soient en mesure de monter des projets de bonne qualité qui pourront faciliter le plaidoyer que nous réalisons auprès de nos partenaires. Et nous le considérons comme étant une réforme structurelle de faire en sorte que les cadres centrafricains soient bien formés, que leurs compétences soient renforcées pour qu'ils soient en mesure de produire, d'élaborer de bons projets qui permettent ou qui facilitent le plaidoyer que nous pouvons réaliser vis-à-vis de nos partenaires au développement. Au stade actuel, non, on n'a pas de bureau d'études de projet. C'est l'un des handicaps que nous avons. Nous sommes en train de discuter pour, au sein du RCPCA, créer une petite cellule de compétences techniques qui aiderait donc les ministères, les ONG à améliorer la qualité des idées de projets qu'ils émettent. Là, c'est la première des choses. Et nous pensons que si nous réussissons à former ce vivier de compétences, à la fin du RCPCA, ils pourront être très utiles dans les différents ministères. Nous avons aussi ce qu'on appelle les points focaux. Donc, les représentants des ministères désignés par les ministres auprès du RCPCA avec lesquels nous travaillons. Cela aussi, nous voulons renforcer leurs capacités sur les projets, mais aussi dans l'élaboration des notes conceptuelles pour qu'ils puissent aider les ministres à élaborer des notes qui permettent donc de faciliter les plaidoyers ou en même temps aussi, et là c'est peut-être l'un des aspects qu'on oublie souvent, un projet, même si il est financé en grande partie par nos partenaires, il faut qu'il y ait une contrepartie nationale. La plupart du temps, c'est un élément que nos cadres oublient ou que les ONG oublient. Et il faut donc faire cet effort pour qu'au niveau national aussi, il y ait une prise en charge dans le budget de l'État de la contrepartie nationale qui permet donc de compléter le coût du projet formulé par une ONG ou par un ministère.
à tout le monde d'ailleurs, à tout le monde, et à ceux que nous avons recrutés, bon, peut-être même moins, qu'aux membres des administrations avec lesquelles nous travaillons et aux partenaires techniques et financiers. Je vous parle du dernier atelier que nous avons eu à réaliser. C'était un atelier à partir duquel nous voulons réaliser ce qu'on appelle la cartographie des bailleurs. Vous savez, quand les bailleurs interviennent, il n'y a pas souvent de très grande concertation. Chacun a donc son portefeuille de projet qu'il réalise. Et on se rend compte qu'on n'est pas souvent bien informé sur ce qu'ils font, et en province et à Bangui. Et il se peut qu'il y ait aussi des doublons, et c'est une perte de temps et de perte de ressources. L'objectif recherché derrière cet atelier, on a principalement deux. Le premier objectif visait à connaître la cartographie des aides. Quand je parle de la cartographie, c'est pour savoir quelle a été la répartition géographique selon les différentes zones ou les différentes régions de la RCA. C'est simplement pour dire dans les fonds qui ont été promis par les bailleurs, combien de fonds vont être mobilisés par exemple pour la Ouaka, Mambé, KDI et autres préfectures. Et deuxièmement, c'était de pouvoir voir évaluer jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, quel a été l'état effectif des décaissements. Donc du coup, ça pense à la mise à jour effective des données qui ont été collectées dans le cadre du RCPCA. Et il y a aussi la contribution nationale. Vous savez, on le sait, depuis l'accession à la magistrature suprême de l'État, moi-même je suis fonctionnaire, je le sais, les fonctionnaires sont payés à une cadence régulière, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous nous approprions de ce processus? Si on est payé à terme, nous les fonctionnaires, est-ce que on est redevable par rapport au salaire? Je suis très satisfait de la conférence donnée par le secrétaire permanent CPCA. Personnellement, actuellement, pour les conférences, c'est le DE qui participe. Je n'ai pas suffisamment le temps d'assister. Compte tenu de l'ampleur et de l'intérêt du sujet, j'ai tenu personnellement à être au côté de son Excellence M. Ganzi pour aussi m'imprégner de ce qui se passe là-bas. Vous savez, là, on a l'ENAM d'une nouvelle promotion d'élite, comme il a dit, une nouvelle élite en formation et l'élite de demain. Et cette élite doit avoir une formation éclectique. Non, ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire parce que vous savez, les investissements qui sont réalisés sur la base à partir des financements reçus par nos partenaires sont limités et ciblés sur les projets que nous avons identifiés de manière conjointe. Mais je vous disais tout à l'heure que le RCPCA ne peut pas seulement être financé par les appuis extérieurs. Il faut aussi qu'au niveau national, de façon cet effort est fait, même si on souhaiterait beaucoup plus d'efforts de la part des administrations économiques et financières. Pour revenir à votre question, je prends le cas des lycées. Si vous allez à Sibiut, vous verrez un nouveau bâtiment en cours de construction. Mais il y a aussi les anciens bâtiments qui sont là. Ainsi, le nouveau bâtiment en cours de construction, il sera équipé, mais ce sera donc au budget national de réhabiliter les anciens bâtiments, de refaire la peinture, de l'équipement. Donc, c'est vrai, ça peut être gênant de voir un nouveau bâtiment bien construit à côté des anciens bâtiments qui ne sont pas dans de bonnes conditions pour les élèves ou pour les malades, si c'est le cas des hôpitaux. Mais c'est un effort à faire. On ne peut pas demander toujours demander à nos partenaires de venir, de tout faire à notre place. Donc le RCPCA est là, il reçoit l'appui de nos partenaires pour ce qu'ils peuvent faire, mais le RCPCA c'est aussi l'effort national pour ce que l'État ou les Centrafricains peuvent réaliser eux-mêmes. Donc cette image de bâtiments neufs et de bâtiments, comment dirais-je, vieux, elle est choquante, ça c'est vrai, mais elle demande à ce que nous, Centrafricains, nous comprenons que les efforts reçus doivent venir en complément de ce que nous-mêmes, nous réalisons comme effort personnel, comme effort national. Comme chose nouvelle, je vous donne par exemple le cas de la fibre optique. Avant, on avait des connexions Internet par satellite ou bien par câble avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, avec l'appui de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, nous allons disposer dans quelques mois de connexions par fibre optique qui va beaucoup faciliter et les entreprises et les particuliers, qui va doper l'économie. Voilà donc des chantiers qui n'existaient pas. Mais le RCPCA, pour revenir à votre question, ne veut pas se concentrer sur
seulement une partie du développement de ce pays. Le pays, comme vous le savez, a subi beaucoup de chocs et tout est à reconstruire. Donc le RCPCA a fait cet effort pour reconstruire le maximum dans tous les secteurs. La santé, les infrastructures routières, l'éducation, que sais-je encore, la culture. On est vraiment et même au niveau de la formation des jeunes, qui sont, comme vous le savez, l'avenir. C'est là où, vous voyez, on aura de nouveaux bâtiments dans certains lycées, mais il ne suffit pas. Il faut aussi que l'entrepreneuriat des jeunes soit pris en compte. Et là aussi, nous l'avons dans le RCPCA. Et nous nous réjouissons des initiatives prises par le secteur africain. Récemment, j'ai échangé avec le président du JICA qui m'exposait sur les initiatives prises par le JICA, qui est une très bonne chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur spécifique ou limité au RCPCA. Le RCPCA, c'est l'ensemble des besoins exprimés par les secteurs africains pour reconstruire leur pays. Les prochains chantiers, c'est mieux organiser le suivi et l'évaluation de ce que nous réalisons pour faciliter le rendu que nous devons faire donc, à l'attention des Centrafricains et de nos partenaires. Donc le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du RCPCA. Nous avons aussi, comme vous l'aurez constaté, eu un déficit en communication. Ce qui est dans le cas du RCPCA n'est pas très connu. Il faudra que nous fassions cet effort-là pour que les Centrafricains soient mieux informés, pas seulement à Bangui, mais aussi sur toute l'étendue du territoire. Nous avons aussi des chantiers comme celui de la restauration de l'autorité de l'État pour faire en sorte que l'État soit proche des citoyens. Et proche des citoyens, cela veut dire des fonctionnaires qui sont à leur poste, qui rendent service aux populations, qui ne sont plus marginalisés et qui savent que l'État est à leur écoute. Donc voilà un certain nombre de chantiers que nous avons. Il y a aussi les questions de sécurité, voyez-vous. Et vous connaissez la situation de notre pays. Là, c'est un volet important sur lequel nous travaillons, de même qu'il y a aussi le besoin d'infrastructures. Avec l'appui de nos partenaires, le gouvernement a décidé que la prochaine JMA se déroule à Bambari. Il faut donc travailler sur le tronçon Sibut-Bambari pour faire en sorte que le gouvernement puisse se déplacer par la route et rassurer les populations des localités qui seront traversées pour leur dire, écoutez, nous sommes à votre écoute, nous sommes là, nous sommes avec vous, nous pouvons être proches de vous, nous pouvons nous rapprocher de vous à tout moment. Donc il y a beaucoup de chantiers en fait. C'est tout simplement le séquençage des chantiers que nous avons dans notre portefeuille, mais les besoins sont tellement importants et les attentes des populations sont tellement importantes elles aussi que nous faisons l'effort de sérieux, mais nous faisons aussi l'effort d'essayer de répondre au maximum des attentes des populations. Le sujet que je peux aborder, c'est celui de l'appropriation. Souvent, quand j'expose, beaucoup s'imaginent que le RCPCA, c'est un coffre où on peut amener un projet, on peut voir le secrétaire permanent général pour qu'il puisse décaisser à la seconde. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faudrait que nous comprenions que c'est donc ce trajet de développement et que chacun doit se sentir concerné. Quand on parle des pays africains comme le Rwanda qui ont pu satisfaire aux objectifs du développement, c'est parce que le gouvernement rwandais s'est mis à construire des routes, des hôpitaux et la qualité de vie s'est améliorée. Et là, c'est fait avec les efforts du peuple rwandais. Donc, le message que je peux demander, c'est que chacun s'approprie cette stratégie et comprenne qu'il est le moteur de la stratégie. Les partenaires techniques et financiers viennent en appui de ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est le RCPCA. Demain, ce sera une autre stratégie qui prendra un autre nom. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons besoin de nous organiser pour bien construire notre avenir et être les meilleurs acteurs, ou les acteurs les plus dynamiques, les plus actifs de notre avenir.